Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Déclic. Aujourd'hui on va parler de l'intelligence artificielle qui risque d'être touchée par des lois européennes. On en parle juste après ça, c'est parti. Alors les amis, aujourd'hui au programme on commence avec un premier article, l'article du siècle digital qui va nous parler de l'IA Act, donc qui serait en cours, un travail de réflexion je dirais des députés européens qui travailleraient sur leurs futures propositions pour pouvoir cadrer et encadrer un petit peu l'utilisation de l'intelligence artificielle. Disons que récemment l'accélération on va dire dans ce domaine a un petit peu obligé à légiférer et accélérer parce que beaucoup de dérives qui risquent d'arriver. Donc on en parlera dès le début. Et je vois d'entrée que mes notes ne marchent pas. Il faut que je recharge. Elles ne marchent toujours pas. Oh, aïe aïe aïe, j'y crois pas. Oh non, qu'est-ce qu'ils m'ont fait siècle digital? Bon, je vais regarder ça juste après. Ensuite, on enchaînera du coup avec les nouveautés Next 13.3. On en parlera tous ensemble. Il y en a certaines que j'ai plus ou moins comprises. Je vous avoue que j'y ai passé du temps. J'ai regardé ça. Donc, il y a certaines que j'ai bien pigées, mais il y en a d'autres, franchement, on en discutera. Et je veux bien votre aide et qu'on discute un peu dans notre chat pour que vous me disiez s'il y a des choses qui me sont passées à côté. Ensuite, on enchaînera encore avec un article du siècle digital s'ils veulent bien. Parce que je viens de me rendre compte que ça c'est fabuleux ça, on me l'avait jamais fait, mais en fait j'ai l'impression qu'il force maintenant les gens à payer pour pouvoir avoir accès aux articles. Jusqu'à hier soir c'était pas le cas, donc on adore, c'est le direct. Bref, en tout cas on parlera de cet article. Google partage les résultats de son expérience pour un avenir sans cookies. Salut Olivier, coucou à toi. Donc du coup ça serait en fait, je sais pas si vous le savez, mais en gros ils ont entamé une démarche Google, et je pense que c'est de façon globale pour essayer disons de supprimer à terme les cookies publicitaires, et du coup voilà, ils prennent certaines alternatives dont on parlera. Hello Xavier, hello Manu, ça y est, le monde arrive enfin. Les amis, vous m'aviez fait peur là ce matin, j'étais là mais que se passe-t-il? Alors sachez que j'ai un petit peu peur parce que là je vois une espèce de bandeau popper sur siècle digital, et notamment ici, et je suis un petit peu inquiet puisque ça veut peut-être dire que je pourrais même pas vous lire l'article que je pourrais même pas vous lire l'article dont je voulais vous parler. Alors je sais pas, je vais tester peut-être sur est-ce que en passant en privé ça peut marcher ou pas. Ouais bon allez, on va tout accepter. Je préfère prendre des cookies que ne pas pouvoir lire. Ok, j'ai au moins ça en backup, ça va. Attendez, on va faire une petite manip, peut-être qu'en vidant mes cookies. Siècle du digital. Petite ruse de hacker. Est-ce que là ça marche? Ça a l'air de marcher. Par contre, je n'ai plus mes notes. Bon, c'est pas grave, j'improviserai. C'est pas grave, au moins on a l'article, on est sauvé. Je termine du coup rapidement sur ce petit programme. Donc, on parlera effectivement de cette expérience de Google qui met en place de nouveaux outils pour pouvoir, je dirais, cibler de la publicité sans faire appel aux cookies. Ensuite, ça sera l'instant démo. On va parler de Aninix, qui est un plugin qui fait beaucoup parler dans la sphère Figma et qui est très orienté animation, qui est assez balèze, je dois dire. Voilà, après moi, il y a des choses où je suis pour, d'autres un peu plus réticents, on verra ça ensemble, mais en tout cas, ils ont au moins le mérite d'avoir développé un plugin qui est assez badass. On regardera ça. Et puis ensuite, je crois que le reste, c'était de la... Ouais, si, il y avait 7 articles comme un peu détaillés de l'éclaireur Fnac qui parle de Reddit qui, à son tour, crée la surprise et rend l'accès à son API payante. Et du coup, ça met dans la baraque pas mal de monde, notamment des clients, vous savez, des clients Reddit, quoi, c'est-à-dire des applications tierces qui se basent là-dessus, en fait. Et donc voilà, on regardera ça ensemble. Et puis après, le reste, c'est des petites actus, ressources, partage, des choses rigolotes, etc. On terminera avec le champion du jour, vous allez voir. Un tweet qui m'a fait beaucoup rire. Alors,
Olivier qui nous dit ça fait longtemps qu'ils en parlent du tracking sans cookies. Ouais, c'est exactement ça. Et alors, ça porte un nom, on va en parler. Bon, on va attaquer d'entrée sur ce sujet-là. Donc, du coup, Siècle Digital qui nous parle d'abord. On reviendra effectivement sur la partie Google un peu plus tard. Mais juste pour info, je crois que ça s'appelle la. Voilà, c'est ça, la Privacy Sandbox. On en parlera plus en détail. Xavier Kimé, c'est la CNIL qui parlait de retoquer les cookies. Mais je crois que c'est un truc global. Hein. Je pense que s'ils le font, c'est que vraiment, c'est pas par gaieté de cœur, à mon avis. Donc, voilà. Le meilleur client Reddit va être bloqué. Ouais, alors, ils en parlent. Hein. Ils en parlent effectivement. Ils ont interrogé une personne de chez... j'ai oublié le nom de l'appli. Tic Tac. J'avoue que je suis pas un très gros consommateur, moi, de Reddit. Hormis voilà, Apollo, c'est ça, Apollo. Et ça les fout un peu dans l'embarras d'ailleurs. Bon, on y reviendra. Allez, on commence du coup avec ce premier article. Donc les amis, ça va être un peu YOLO parce que je ne sais pas pourquoi, toutes mes notes ont disparu. Ils ont sorti un nouveau truc là, 2 articles restants. Je sais pas trop, on dirait que maintenant ils vont faire payer, donc c'est un peu pénible, on va voir. Écoutez, que je me souvienne un peu de mes notes. Ouais, bon, on va faire à peu près. Donc du coup, un projet de loi de l'Union Européenne qui viserait à encadrer, finalement, la pratique de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un des rares articles dont on va parler d'IA et après je vous laisse tranquille avec ça. Plusieurs sources ont révélé au Financial Times le 14 avril donc les projets des députés européens vis-à-vis de l'intelligence artificielle au milieu de nombreuses propositions des élus au Parlement européen ressort... Oh, attendez, j'ai raté une phrase là. Les projets des députés européens vis-à-vis de l'intelligence artificielle. J'ai sauté une phrase, je sais pas pourquoi. Au milieu des nombreuses propositions des élus au Parlement européen ressort celle contraignant les sociétés comme OpenAI et son modèle de langage ChatGPT à se montrer plus transparents en avertissant lorsqu'elles se servent des données préservées par le droit d'auteur. Une réglementation qui devrait permettre aux propriétaires d'être rémunérés le cas échéant. Nous voulons donc c'est une citation, nous voulons une liste publique du matériel utilisé pour leur formation car les auteurs peuvent passer par d'autres législations et voies pour essayer d'être payés pour ce qui est utilisé sans leur consentement. Donc effectivement, là, le premier paragraphe aborde la question justement du droit d'auteur et de comment... essayer de préserver le droit d'auteur et de faire en sorte, parce que les intelligences artificielles ont nécessité d'être entraînées sur beaucoup de données. Et hello Damarwen, coucou à toi. Et du coup, quid je dirais du droit d'auteur et de la rémunération surtout des personnes qui créent en fait et voilà, que ce soit du code par exemple, que ce soit de l'image qu'on donne à manger à l'IA, ce genre de choses. La responsabilité quant aux dérives incombe aux géants de l'IA et non pas aux entreprises qui utilisent leurs services, insistent les députés européens. Une indication précisant que les chatbots ne sont pas humains pour éviter toute confusion d'échange sera nécessaire. Voilà, donc autre loi en plus de du fait, enfin voilà, de la gestion des données et surtout du droit d'auteur, c'est une indication sur le fait, de marquer de façon explicite que les chatbots ne sont pas des humains. Ça, je pense que ça fait peut-être référence à certaines dérives qu'on a vues, notamment certaines personnes pendant le Covid ou autre qui s'étaient vachement renfermées et qui dialoguaient en fait avec des IA. Voilà, il y a eu un exemple assez dramatique, je crois que c'était une personne belge qui avait... voilà, je crois qu'il avait mis fin à ses jours, il me semblait, j'avais vu cet article, je sais plus où, c'était vraiment dramatique, parce que en discutant avec une IA, il s'était complètement enfermé dans ce truc, et à l'arrivée, ça a donné quelque chose d'assez dramatique. Une autre mesure importante est l'interdiction de la reconnaissance faciale dans les espaces publics. Alors ça c'est intéressant parce que c'était aussi... Hello Benta, coucou à toi. C'était aussi une question qui s'était posée parce que voilà, il y a toujours l'argument de la sécurité, voilà, quand on parle
je sais pas moi, des gens qui peuvent être potentiellement détectés comme dangereux, des récidivistes, etc. Potentiellement, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui pourrait énormément aider les gens à cadrer et à sécuriser certains lieux. Sauf que de la reconnaissance faciale, ça voudrait dire que ça touche tout le monde par définition, et que du coup, ça pose une question d'éthique, etc., etc. Donc, visiblement, ils n'ont pas ça ne va pas tellement dans ce sens-là, et il semblerait que les députés européens, au contraire, souhaitent interdire la reconnaissance faciale dans les espaces publics. Je ne sais pas pour les espaces privés, j'imagine que c'est une loi un peu différente, mais voilà. Une personne au courant des négociations a confié aux médias britanniques que les États membres de l'UE devraient s'y opposer. Enfin, les propositions pour prohiber la police prédictive comme la vidéosurveillance algorithmique ainsi que la reconnaissance émotionnelle. Donc voilà, sur tout ça, visiblement, ça serait plutôt non, on va dire. Je lis un peu ce que vous dites dans le chat. Hello Mokuji. Olivier qui met le cookie en soi n'est pas mauvais, mais il a été abusé. Ah oui, ça tu parlais par rapport au problème, on en parlera juste après. C'est comme McDo en soi, avec parcimonie ça va, mais tout le temps c'est abusé. Et je fais le lien avec le stream de Sean. Alors attends, McDo, tu fais référence à quelle affaire? Parce que là j'avoue que je vois pas bien le lien. Donc voilà, si on résume pour l'instant, les lois iraient plutôt contre la reconnaissance faciale, ok, les lois de l'Union Européenne envers l'IA. Préservation du droit d'auteur, essayer d'être plus transparent avec ça, et puis potentiellement de dégager de la rémunération pour que les gens qui alimentent de par leur création en fait les IA puissent quand même être rétribués. Et ensuite, les dérives, toute la partie responsabilité, ça serait lié directement aux géants de l'IA, c'est un peu ce qui est indiqué. Et puis après, voilà, des indications concernant le fait que les chatbots ne sont pas humains, etc. Essayer de sensibiliser vachement plus par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce que nous dit l'article rapidement? Depuis plusieurs années, l'Union Européenne cherche à réglementer l'intelligence artificielle, et l'effervescence autour de l'IA générative l'oblige à presser le pas. Ça, c'est un peu ce que je disais au début, c'est que y avait des projets de loi visiblement et du travail qui avait été entamé, mais là, je pense qu'ils ont été un peu pris par tout ce mouvement qu'il y a eu récemment, et beaucoup de marketing, beaucoup de gens qui commencent à de plus en plus parler d'intelligence artificielle de par ce qui est sorti, de par l'avènement ChatGPT, etc., etc. Et donc obligé de mettre un peu plus l'accélérateur, un coup d'accélérateur là-dessus. Afin d'assurer une transition numérique conforme aux valeurs européennes, l'UE travaille sur l'Artificial Intelligence Act, donc l'AI Act. Son objectif, c'est de restreindre l'usage des technologies pour assurer la sécurité des Européens, voire de l'interdire lorsqu'elles sont jugées trop dangereuses. Et ça, je pense que ce n'est pas une mince affaire. Salut Atomisty. C'est pas une mince affaire, tout simplement parce que je pense qu'il va y avoir aussi, en fonction des pays, nécessité d'arbitrer. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord et n'aura pas les mêmes position. On a vu récemment l'Italie qui avait été relativement ferme, en tout cas dans un premier temps, en stoppant purement et simplement la diffusion de ChatGPT, des outils d'OpenAI plus généralement. Ils sont passés par les FAI, si je ne me trompe pas, ils ont demandé à Orange, etc. Enfin, je ne sais pas s'ils ont Orange, je ne sais pas quel fournisseur d'accès ils ont, mais de couper carrément en fait l'accès à ChatGPT. Ça a été révisé là récemment. Ils sont un peu en pourparlers, en négociation pour un rétablissement. Aussi parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas eu de mouvement d'autres pays, je pense, et que en plus les gens arrivent facilement à contourner via des VPN. Donc voilà, je pense qu'en termes pour pouvoir essayer de s'accorder au niveau des pays aussi, ça va être un sacré travail de la part de l'Union Européenne. C'est encore une fois impossible à stopper, c'est un peu ce qui s'est passé. Et c'est ce qu'ils ont découvert. Olivier qui met: le propriétaire est souverain chez lui pour la reconnaissance faciale. Par contre, il doit signaler si du public rentre chez lui pour que le public sache en connaissance de cause. D'accord, donc tu veux dire que dans un cadre privé, pour le coup, on n'aurait pas effectivement cette comment dire, cette nécessité, enfin, si jamais il venait à interdire la reconnaissance faciale, on va dire, et puis voilà, tout ce qui est algorithmique pour pouvoir détecter des visages, détecter des personnes, etc. Dans le cadre privé, ça serait un peu différent, mais nécessité de le signaler, quoi. C'est ça un peu que tu dis. Moi, j'avoue que sur le cadre légal, je suis pas spécialiste. Après, voilà, c'est vrai que je sais que cette question de la reconnaissance faciale
pour des raisons de sécurité, pour essayer d'assister des personnes type, je sais pas moi, le FBI, le GIGN, je ne sais pas trop, enfin tout membre qui permet justement d'éviter des attentats, des choses comme ça, ça pourrait vraiment les aider dans leur travail de tous les jours. C'est vraiment la première idée qui me vient en tête, mais après je pense qu'il y a beaucoup d'autres applications comme ça de tracking qui permettraient d'aider. On pourrait aussi se dire, oui, mais alors ça veut dire qu'absolument tout le monde va être traqué, ça pose des questions par rapport à notre privacy, quoi, par rapport à notre... je sais pas le terme en français, aidez-moi. Les données personnelles, quoi, tout simplement. En fait, ça, c'est un peu... On peut très bien se poser la question, oui, mais est-ce que par exemple, des gros, les GAFAM ou ce genre de choses n'auront pas accès à ce type de données et pourront vraiment nous traquer physiquement partout aux endroits où on est? Enfin, ça pose vraiment des questions, quoi. Ils ont déjà le droit de faire ça. Comment ça? Est-ce que tu peux préciser, Xavier, s'il te plaît? Donc voilà, pour conclure cet article, cette volonté de réguler l'IA existe depuis 2018 lors de la présentation par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, j'ai bien prononcé, je suis assez fier de moi, d'une première stratégie complétée par un livre blanc sur l'intelligence artificielle sorti en février 2020. Voilà, donc grosso modo, ça travaille dans la Commission européenne et on devrait avoir très prochainement pas mal de législation qui se fait autour de ça pour essayer d'encadrer un petit peu plus, tout simplement l'intelligence artificielle. Au vu de tout ce qui se passe, je pense que c'est pas une mince affaire. Les services de sécurité nationale peuvent déjà le traquer partout, me dit Xavier. Déjà te traquer de partout et sur tous tes devices. Ouais, alors, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'ils peuvent techniquement, tu veux dire, ou est-ce qu'ils peuvent au niveau loi? Parce que qu'ils puissent techniquement, j'entends, mais après, je suis pas sûr que tu puisses être... sauf parce qu'on justifie que ce soit pour une vraie question de sécurité nationale. Je sais pas si... est-ce que ça se fait aussi facilement? Après, moi, je suis pas assez calé là-dessus. Les deux, tu dis. Ok. Il faut juste une justification. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, voilà, il faut quand même que tu aies des raisons d'être traqué, ça peut pas se faire comme ça, quoi. Hello Mine, coucou, comment ça va? Ok, donc voilà un petit peu pour cet article. C'était un article que la dernière fois, j'avais pas eu le temps de traiter. Alors je suis désolé parce que je l'avais préparé et tout, mais j'avoue que sans mes notes, des fois, je fais des focus sur certains trucs, ça me rappelle, etc. Mais bon, voilà. Dans tous les cas, vous avez un petit peu compris l'esprit et ce dont on parle. Merci beaucoup, Dotcoma qui nous follow. Merci à toi. Alors, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on enchaîne ensuite. On va aller directement sur l'article suivant du siècle du digital également. J'avais prévu de passer sur les nouveautés Next13, mais on les traitera juste après, je pense. On va enchaîner avec l'autre article tant que ça fonctionne. J'ai pas envie de perdre l'accès à mes articles. Alors j'ai un petit peu peur parce que là aussi j'ai encore perdu. C'est très chiant. Hein. C'est très très chiant. Ils ont dû mettre en prod en fait un changement là entre hier et aujourd'hui et résultat des courses, j'ai perdu toutes mes notes. Donc c'est très pénible, mais c'est pas grave. On est quand même là pour passer un bon moment ensemble et c'est le principal. Alors du coup on enchaîne avec cet article du siècle du digital. On en a parlé au début, qui du coup parle de Google qui partage les résultats de son expérience pour un avenir sans cookies. Donc pour le contexte, sachez effectivement, c'est ce qu'on disait un peu en préambule, que à l'avenir, théoriquement, on devrait avoir de moins en moins d'utilisation de cookies, surtout à des fins publicitaires. C'est en tout cas ce qui semble être un petit peu orienté. Et du coup, les gros comme Google notamment, parce que Google est directement impacté car le gros de son chiffre d'affaires c'est aussi fait grâce à la publicité, grâce au tracking, etc. Eux, forcément, ils veulent prendre les devants et du coup, ils expérimentent un petit peu d'autres alternatives qui feraient notamment un appel à l'IA, je pense. C'est ce qui est indiqué dans l'article en tout cas, pour essayer de proposer des alternatives qui continueraient et qui permettraient de continuer à faire du placement publicitaire, je dirais, efficient, sans faire appel aux cookies. C'est un petit peu l'idée. Olivier qui met le traçage ne peut se faire qu'a posteriori
Avec l'aval d'un juge, il ne peut pas se faire direct juste un coup de tête. Ouais, voilà. Moi, c'est ce qui me semblait aussi, c'est ce que j'avais en tête aussi, c'est que tu peux le faire techniquement, mais c'est actionnable en théorie. Après, on ne sait peut-être pas tout, hein, mais c'est actionnable en théorie, vraiment qu'il y a des raisons, une raison avérée, quoi. Parce que sinon, ça serait trop simple, quoi. Sinon, je sais pas moi, t'es flic et tu soupçonnes ta nana ou ton copain comment ça s'appelle, de te tromper et vas-y, tu vas traquer tout le monde, quoi. Enfin, tu vois, faut quand même qu'il y ait une certaine... Sinon, ça pourrait faire pas mal de dérives, je pense. Xavier qui met, il faut une autorisation, ça c'est vrai. Par contre, si tu es un membre du grand banditisme reconnu, oui, ben voilà c'est ça. Mais Anto par le web, par exemple, qui est pas forcément dans le grand banditisme, est-ce qu'il va être traqué, tu vois, c'est ça la question qu'on se pose. Reconnu, c'est assez simple d'obtenir, mais en effet, monsieur et madame tout le monde ne sera jamais traqué. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on sait, mais bon, tu sais, des fois, entre la théorie et la pratique, peut-être qu'en réalité, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, concernant cette expérience menée par Google, alors ils mettent des résultats encourageants mais qui demandent encore un peu de travail. Dans un billet de blog, l'entreprise présente les résultats de son expérience basés sur la publicité par centre d'intérêt. Tout d'abord, Google précise que ces tests ont permis de comparer le suivi des internautes avec sa nouvelle méthode en comparaison avec l'ancienne. Donc il compare effectivement cette fameuse méthode sur laquelle il travaille pour pouvoir continuer à traquer mais sans en passer par les cookies, et il la compare à l'ancienne méthode basée sur les cookies, dans le but d'obtenir le plus d'informations possible sur les utilisateurs sans avoir accès à des données personnelles permettant formellement de les identifier. Alors, selon l'entreprise, l'expérience a montré que lors de l'utilisation de solutions d'audience basées sur les centres d'intérêt, donc ils appellent ça l'IBA. Hello Penny, bienvenue à toi, bienvenue ce matin, merci de nous follow. Donc selon l'entreprise, l'expérience a montré que lors de l'utilisation de solutions d'audience basées sur les centres d'intérêt, avec des signaux préservant la confidentialité des utilisateurs, les dépenses des annonceurs Google Display Ads afin d'utiliser l'IBA, donc c'est un peu le nom de cette nouvelle façon de traquer, ont diminué de 2 à 7% par rapport aux résultats basés sur les cookies tiers. Donc si j'ai bien compris, ils arrivent en fait à non seulement maintenir en fait, je dirais, à rester efficace, mais même à être plus efficace visiblement, et voilà, avoir un gain de performance de 2 à 7%, puisque les dépenses des annonceurs diminuent de 2 à 7% visiblement. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. En somme, Google a encore du travail pour faire en sorte que son nouveau système plaise totalement aux annonceurs, donc visiblement en termes d'UX, c'est pas encore ça. Néanmoins, ces résultats sont motif de satisfaction pour Google, puisque la plupart de ceux qui s'appuyaient sur les cookies tiers n'hésitent pas à utiliser la nouvelle solution déployée. Dans un autre registre, la firme de Mountain View constate que les campagnes publicitaires utilisant l'optimisation basée sur l'intelligence artificielle sont celles qui génèrent de meilleures performances. C'est ça un peu qu'ils disent. Pour l'entreprise, l'apprentissage automatique peut jouer un rôle important dans l'obtention de résultats significatifs dans le tracking publicitaire. On ne pourra plus cibler géographiquement les pubs Google du coup. Alors, je ne sais pas si c'est en lien véritablement avec le côté géographique, si je comprends bien l'article. L'idée, si tu veux, c'est de maintenir un peu ce qui était déjà existant, donc en termes de fonctionnalité, ça serait toujours pareil, sauf qu'avant, si tu veux, techniquement, il se basait sur des cookies, donc des petits fichiers qui sont stockés sur ton navigateur. Et aujourd'hui, alors je ne sais plus si c'est dans le cadre législatif ou autre, mais bon, ça ne m'étonnerait pas, ils essayent de viser en fait le même outil, qui soit aussi voire plus efficace, mais sans utiliser de cookies et plutôt se baser sur de l'IA. Ce qui fait que du coup ça permettrait de préserver un peu plus la confidentialité, parce que les cookies sont souvent source de discorde, on va dire, sur le côté, je dirais, privacy et voilà, RGPD, etc., etc. Sur le côté gestion de la vie privée, quoi. Mokoji qui met géographie par pays, ça passe par les IPS, donc pas besoin des cookies à la base. Voilà, je pense que ça répond à ta question. Xavier qui met on se tire encore une balle dans le pied, les gros vont devenir plus et les petits ne pourront juste rien faire. Ben, alors là, je pense qu'en fait, c'est même pas une remise en cause des gros et des petits.
De toute façon, en termes de régie pub, aujourd'hui, Google fait partie du top de ce qui se fait. En tout cas, c'est ceux qui génèrent l'un des plus gros trafics, je pense. Et donc, grosso modo, là, plutôt que de dire de remettre en cause l'ordre des gros et des petits, c'est comment maintenir ce qui existe déjà, quoi. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est annoncé et ce dont il parle dans cet article. Donc, Google se prépare à la fin des cookies tiers prévus pour 2024. Alors, ils disent que c'est en 2024, mais je n'arrive pas à savoir est-ce que c'est de eux-mêmes en fait, ou est-ce que c'est lié à une loi ou autre, j'ai pas trouvé. Bref. L'arrêt des cookies publicitaires, c'est pour bientôt. Après avoir reporté à plusieurs reprises la date de fin de cette méthode de tracking très utilisée, Google a décidé de se donner un peu de sursis pour continuer à connaître les centres d'intérêt des utilisateurs sans avoir à connaître leurs informations personnelles. C'est donc en 2024 que les cookies tiers disparaîtront au profit de la Privacy Sandbox, qui est donc cette fameuse méthode, on va dire, sans cookies pour pouvoir continuer à traquer plus ou moins. C'est ouf, on est 40. Ce matin, on est assez nombreux. Merci à tous. Ça fait super plaisir de voir qu'il y a autant de monde sur le stream. C'est trop cool. Il s'agit là donc d'une suite d'outils qui vise à contourner la fin des cookies tiers et qui s'appuie sur 4 grandes théories. La lutte contre le spam et la fraude en ligne. Grâce à l'interface de programmation Trust Token, cette plateforme assure que les visiteurs du service Google ne soient pas des robots, le tout sans collecter des données utilisateurs personnelles. Ensuite, il y a l'affichage de publicité ciblée et de contenu pertinent qui se base sur une technologie d'apprentissage fédérée par cohorte, donc ils appellent ça la FLOC, le nouveau système de ciblage publicitaire de Google. Voilà, donc ça c'est un terme que vous risquez d'entendre pas mal parler au fur et à mesure que ça progressera. Celui-ci cacherait donc les données des internautes et proposerait que les habitudes de navigation des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Et ne proposerait que les habitudes de navigation des utilisateurs grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, autre point, la mesure des performances des publicités digitales grâce à plusieurs API dédiées. Et puis enfin, dernière grande catégorie de cette Privacy Box, dernier grand axe, le renforcement des limites de confidentialité entre les différents sites internet afin qu'ils puissent partager certaines données entre eux sans avoir à obtenir les informations personnelles des internautes. Ça c'est très... c'est assez drôle ça de se dire qu'ils peuvent comme ça, de site en site, on va pouvoir collecter des informations sans souci de confidentialité. Je sais pas comment techniquement ils vont gérer ça, mais bon voilà. Voilà un petit peu pour cette partie. Des résultats visiblement encourageants, mais encore du progrès à faire, surtout sur la partie UX apparemment pour les annonceurs. C'est pas encore totalement ça. Je sais pas si ce genre de truc est déjà testable ou si c'est en bêta fermée ou ce genre de truc, mais voilà, on entendra certainement parler, je pense, à l'avenir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je lis vos remarques. Xavier qui met tous ceux qui vont être affiliés au service Google. Tous ceux qui vont être affiliés au service Google. J'ai pas compris. Désolé, est-ce que tu peux réexpliquer? On va enchaîner du coup avec l'actualité suivante. On va parler des nouveautés de Next.js 13. Alors, s'il y a des développeurs dans le chat et s'il y a des modérateurs, je veux bien qu'ils prennent attention sur cette partie-ci. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a certaines parties que j'ai plutôt compris sur les nouveautés, mais il y a certaines parties où je pense qu'il va falloir qu'on regarde un peu ensemble parce que j'avoue que j'ai pas bien pigé j'ai pas bien pigé la mise à jour et ce que ça allait apporter. Alors c'est l'instant tech, je suis désolé hein, mais peut-être qu'il y en a qui sont un peu moins tech. On va vite fait voir un peu toutes ces nouveautés donc du framework Next.js qui est très très utilisé par la communauté et puis ensuite on enchaînera sur d'autres articles un peu moins tech. Merci Self, désolé. Hello, coucou à toi. Merci beaucoup pour ton follow. Donc les devs, c'est le moment si vous voulez participer un petit peu au débat et surtout m'aider. Voilà. Alors pour m'appuyer sur ça, donc il y a la documentation de Next 13.3 du coup, hein, c'est cette nouvelle version qui est sortie. Et on a également un article que je trouvais très intéressant de Sylvain Guéria qui nous résume, mais dans des termes beaucoup plus faciles, on va dire, ce que tout ceci signifie. Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais lire vite fait l'article de Sylvain, et comme ça, peut-être que ça sera un petit peu plus parlant.
Donc il met mise à jour Next 13, la version 13.3 est sortie, que réserve-t-elle? Alors d'abord il parle du File Based Metadata API. Grosse amélioration de l'API File Based Metadata qui est arrivée avec la version 13.2. En gros avec cette API on peut exporter un objet metadata différent dans chaque layout, donc dans chaque page de notre site. Dans cet objet on a tout ce qu'il faut, title, description, méta. Et bien maintenant avec la 13.3 on peut ajouter à chaque layout ces fichiers statiques, Open Graph, Twitter Image, etc., etc. Ça devient hyper simple de changer des favicons ou un sitemap pour une page, et la gestion du SEO devient un vrai plaisir. Donc ça fait référence en fait à cette première partie sur le blog. Ça va, j'ai à peu près pigé. Donc l'idée c'est que maintenant, quand vous allez développer votre site basé sur du Next.js, vous aurez la possibilité de gérer tout ce qui est metadata, donc toutes les je dirais je vais y arriver, toutes les métadonnées. Vous savez, les balises méta, en fait, c'est les balises sur lesquelles se basent notamment les réseaux sociaux. Quand vous partagez un lien, quand vous partagez une page, vous avez des balises Open Graph qu'on appelle, qui permettent typiquement de... je vais cacher le nombre de gens parce que je vois qu'on est encore plus nombreux que tout à l'heure et ça me met un petit coup de stress. Et du coup, donc ces balises méta, c'est ce sur quoi en fait, notamment les moteurs de recherche ou encore les réseaux sociaux se basent en fait. Pour pouvoir, par exemple, quand vous partagez un lien, voir la petite image d'aperçu, ce genre de choses. Voilà, c'est ce qu'on appelle les balises Open Graph par exemple. Donc ça, c'est toutes ces données un petit peu méta. Donc avec la 13.2, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez désormais prendre en fait constituer un gros objet metadata que vous pouvez passer et ça générera automatiquement en fait toutes les métas qui vont bien. Salut, tu parles de metadata là, c'est-à-dire alors en fait là on est en train de regarder les nouveautés de Next.js. On a passé un petit peu toute la partie IA juste avant. Je sais pas si tu peux préciser ta question. Voilà, pour améliorer le SEO, exactement, Sixel, c'est exactement ça. JP qui nous met, il y a la librairie Next.js SEO qui fait déjà bien le taf. Alors, là, effectivement, il y a... l'idée, c'est que là, ça va être intégré directement de base dans la version, dans le core, on va dire. Je demandais si tu parlais des métadatas. Oui, en fait, là, on est en train de voir les nouveautés Next.js et parmi elles, il y a effectivement la meilleure gestion, on va dire, des métadonnées, on va dire, pour ton site. Donc avec la 13.2, effectivement, ça devenait un petit peu plus simple puisqu'on avait cette espèce d'objet. Derrière, ça générait toutes les balises qui vont bien. La nouveauté avec la 13.3, c'est qu'en plus de ça, en fait, on a possibilité maintenant de gérer toutes les images et autres directement via en fait la structure. Si par exemple on prend, imaginons que ça c'est votre application, vous avez un dossier app, dedans vous avez une page about. D'accord, donc vous allez créer un dossier app, dedans vous allez faire un dossier about, et ensuite à l'intérieur vous allez pouvoir faire page.js pour définir la structure de votre page, et tout ce qui est au niveau des frères et sœurs, on va dire, donc au même niveau, vous pourrez intégrer tout un tas de fichiers, donc typiquement Open Graph Image, Twitter Image, voilà, tout ce qui est méta fichier, vous allez les intégrer, ça va être directement interprété à la volée, et toutes les métadonnées vont pouvoir être générées derrière. Voilà. Et pareil pour tout ce qui est favicon, sitemap, etc. Si vous avez juste à les mettre directement à la racine et ça va être interprété. Donc c'est beaucoup plus simple que d'avoir à gérer toutes les balises, etc. Attention, c'est pour une structure App Directory et pas sur la classique. Précise JP, tu as raison de le préciser. Car je suis arrivé, comme tu expliquais, ça m'a fait penser à ça, tu es dev en JS. Exactement, oula, pas facile à dire. Tube Disaster, tout à fait. Oui, je suis dev à la base. Donc, ça, du coup, voilà ce que ça apporte la 13.3. Déjà, c'est cette meilleure gestion, on va dire, des métadonnées et de façon beaucoup plus simple. Ensuite, si je continue un petit peu à lire, ça devient également hyper simple de paramétrer les previews de partage sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Bon, c'est toujours en lien, c'est les balises Open Graph. Et en bonus, tous les fichiers peuvent être dynamiques. Exemple, tu veux dynamic sitemap, tu crées sitemap.js. Alors ça, c'est super intéressant aussi. C'est que, je sais plus où ils en parlent ici, justement. C'est-à-dire que typiquement, il y a certains fichiers de base, type un sitemap XML ou voilà, des fichiers un petit peu statiques.
que vous allez pouvoir en fait créer de façon dynamique. Alors l'exemple par défaut, c'est effectivement le sitemap, qui est un peu le fichier qui permet de déterminer la structure de votre site, et que vous allez pouvoir déterminer dans un fichier sitemap.js et générer plus ou moins à la volée, j'allais dire. Ensuite, autre nouveauté, donc le Dynamic Open Graph Image Génération. Tu peux désormais importer Image Response depuis Next Server pour générer des images. Par exemple, tu peux utiliser Image Response dans un fichier opengraphimage.tsx et pour générer des images Open Graph et Twitter au moment du build ou dynamiquement au moment de la demande. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors en fait, avec cette API Image Response, il y a la possibilité de générer en fait des images basées sur... alors JP, tu me repréciseras, mais je crois que c'est basé sur du... comment ça s'appelle? C'est basé sur du... sur de l'HTML. En fait, on passe de l'HTML et on peut générer comme ça à la volée une image. Donc cette API Image Response existait déjà, mais là la petite nouveauté, c'est qu'on va pouvoir le faire justement pour gérer toute la partie Open Graph. Donc tous nos fichiers Open Graph Image, etc. On va pouvoir se servir de cette Image Response pour pouvoir justement créer à la volée, et surtout pour chaque article, on va pouvoir générer une image correspondante un peu à la volée. Et alors là, on attaque la partie un peu plus cossue. Static Export pour App Router. Le routeur Next.js prend désormais en charge les exportations entièrement statiques. Avec une exportation statique, Next.js peut être déployé et hébergé sur n'importe quel serveur web pouvant servir des ressources statiques HTML, CSS, JS. Avant ça, c'était une angoisse pour déployer autre part que chez Vercel. Donc ça fait référence, je pense, à tic-tac, ce paragraphe-là, où de base, en fait, on a une commande next build. Attendez, ouais, c'est ça. Et en fait, il va y avoir une petite config qu'on va pouvoir passer ici, donc en output, pour pouvoir directement builder en fait notre application et le déployer là où on veut. Voilà, c'est un peu ce qui est précisé ici. Alors si jamais c'est pas suffisamment précis, JP, n'hésite pas évidemment à repréciser. Je vais lire rapidement les commentaires. Donc en Next.12, tu crées tes pages dans un dossier page et tu modifies les balises dans un fichier document.tsx. Depuis la 13, tu peux utiliser l'App Directory pour avoir une approche plus modulaire de tes composants. Ok. Je crois qu'il parle de la librairie Satori. C'est une Edge Function qui permet de créer une Open Graph image à la volée et garder en cache. D'accord. J'ai pas regardé les nouveautés, je te dis juste par rapport à ce que je sais. C'est pas trop précis ce qu'il dit, donc je sais pas. Non, mais voilà. Alors, moi, j'ai pas regardé que ça, j'ai regardé aussi d'autres vidéos et autres. Mais bon, j'avoue qu'il y a certaines parties, alors notamment celle-ci. C'était le point suivant que je voulais aborder. Donc, parallèle route et interception. Alors là, c'est vraiment... j'avoue que là, pour le coup, c'est quelque chose que j'ai pas bien pigé. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et puis ensuite, voilà. Donc en gros... il parle de parallèle route et d'interception. Donc il y aurait une possibilité en fait de créer des dossiers avec le arrobase et faire référence en fait et gérer plusieurs routes en fait dans une même vue. Si j'ai bien compris, c'est ça. Donc il donne cet exemple-ci que j'ai vu. En gros, par exemple, il faut imaginer que vous êtes sur une page en /feed et vous avez comme ça une espèce de preview. Et vous pouvez faire référence en fait et déclencher par exemple une modale. Alors je vais vous montrer la structure au-dessus. Voilà, imaginez que vous avez une structure qui est comme ça, un dossier feed, un dossier photo à l'intérieur duquel vous avez des photos. Ici, vous avez votre arrobase modal et vous faites référence en fait à votre dossier photo qui se place ici, si j'ai bien compris. Je dis ça avec mes mots, mais voilà. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que au niveau routing, vous avez la possibilité dans votre /feed ici de déclencher, donc là par exemple, dans l'exemple, il déclenche une modale. Le problème, c'est qu'une modale, en fait, quand vous l'ouvrez et que vous voulez la partager ou que vous voulez la partager à quelqu'un d'autre, jusqu'à présent, c'est pas possible. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que avec ce nouveau système, en quelque sorte, quand vous allez ouvrir votre modale, vous allez voir directement une route qui est dédiée en /photo/123, enfin l'identifiant, que vous allez pouvoir
directement partagé. Donc voilà, je rentre pas trop dans le détail parce que je maîtrise pas suffisamment, et j'avoue que j'ai regardé plusieurs vidéos et autres, et à chaque fois les gens disent bon, c'est le passage un peu tricky, on n'a pas tout bien pigé, mais sachez que voilà, il y a effectivement cette notion aussi qui va permettre de créer en fait plusieurs routes dans une même vue visiblement. Donc voilà, affaire à suivre, et je pense JP qu'il faudra faire un dossier beaucoup plus complet là-dessus pour voir un petit peu, voilà, pour peut-être réexpliquer. Sinon après, dans les dernières nouveautés, le Edge.js est déprécié. On peut également préfixer des dossiers avec un underscore pour désactiver le dossier avec tous les child run. Par exemple, app underscore dashboard, ça va désactiver la page dashboard. Tailwind CSS devient une option officielle dans le lancement d'une app Next.js, ok. Et donc voilà un peu pour tout le résumé. Donc c'est pas mal, hein, ce petit résumé d'article, j'ai trouvé ça bien. Sinon, donc vous avez tout sur la documentation de Next 13. Et voilà, pas mal de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très contents de cette version 13 et qui disent que vraiment ça fait pas mal le café, quoi. Hello Taiga, bonjour à toi, bienvenue. Alors les amis, je lis vite fait vos commentaires et puis on va passer sur quelque chose d'un peu moins technique. On va revenir sur des choses un peu moins tricky de bon matin. Tube Disaster, donc je reprends ta conversation. J'avais compris, tu maîtrises bien ton sujet. Alors, je maîtrise bien, autant je suis dev, autant là sur la partie Next, j'avoue, si tu veux, il y a plein de techno. Il y en a certains que tu maîtrises plus ou moins. Et Next, voilà, c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus. Après, j'ai quand même des bonnes notions. Et puis, on a d'autres personnes chez PicBeam, donc sur l'agence qui gère le média des clics, on a plusieurs personnes quand même qui sont là pour compléter un peu mes dires si jamais il y a besoin. Pour ma part, je suis dev full stack JavaScript React Node, game modder Java et Lua. Ouf, t'as un gros background alors. tu maîtrises pas mal de choses. C'est rigolo. Alors, la notion de dev full stack, on en a parlé lundi. On a fait une interview avec Silver le Dev et Romain Lantz, si tu connais, qui sont d'autres collègues streamers. Et qui effectivement, voilà, on en a parlé un petit peu de tout ça, de la notion de dev full stack. Ça sortira d'ailleurs sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller. Vous tapez Déclic dans YouTube et vous trouverez un peu tous les replays. Alors c'est plus ou moins des replays, disons que c'est des montées. On a extrait vraiment les meilleures parties, on va dire, je dirais de certaines interviews qu'on a faites. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de Déclic et vous trouverez votre bonheur. Je continue à lire vite fait vos commentaires. À partir de là, je parle formation de cybersécurité. Waouh, Tube Disaster, t'as l'air vraiment très tech et de bien kiffer ce que tu fais, c'est cool. Donc JP qui met c'est pas mal, je pense que c'est cool pour l'A/B testing par exemple, définir différents layouts en fonction de l'utilisateur ou en fonction de si la personne est connectée ou pas. Taiga qui dit je comprends. Alors est-ce que tu veux dire je comprends ou je comprends pas cet engouement pour Tailwind? Moi à titre personnel, j'avoue que j'ai jamais trop non plus. Je comprends en fait l'idée de construction modulaire, le fait de voilà, mais en fait j'avoue que moi à titre personnel j'ai jamais trop pigé en fait ce que ça apportait par rapport. Enfin déjà je trouve ça très verbeux. Alors apparemment ça a un peu évolué ces derniers temps, mais au début, moi où j'avais testé, tu mets je sais pas combien de classes. Moi, j'avoue que c'est pas forcément un truc qui me correspond dans ma pratique. Et puis, je trouve qu'en pur CSS, aujourd'hui, on a tellement de choses, ou en SAS à minima, on a tellement de choses qui ont évolué qu'aujourd'hui, ouais, moi j'en vois moins l'utilité. Mais bon, après, voilà, je sais que nous, par exemple, à l'agence PicBeam, on a quand même pas mal de monde qui se base sur du Tailwind, donc je veux bien croire que ça apporte des choses, mais après, est-ce que c'est perso ou quoi? Moi, j'avoue que voilà, je veux bien qu'on me prouve un peu l'intérêt du truc, parce que à titre perso, j'ai du mal à accrocher. Ah, c'était technique, dit Olivier. T'as raison de troller. Ah, de bon matin là. Non, mais le matin, j'avoue que sur une matinale, j'ai pas envie qu'on rentre trop. Je préfère, si tu veux, qu'on dédie vraiment. Tu vois, une fois, on a fait, par exemple, tant que j'ai la page sous les yeux, on a fait une soirée Jamstack où là, vraiment, c'était dédié technique. Et là, pour le coup, voilà, tu le fais de façon assumée. Tu dis, ok, on va vous expliquer un peu la Jamstack, on va vous expliquer de quoi il en retourne. Et là, tu sais que tu s'adresses à un public d'initiés. Mais la matinale, pour moi, c'est plus quelque chose qui est dédié pour.
voilà, pas grand public, mais culture web, tu vois. Ça n'a pas vocation, en fait, à rentrer trop dans la technique, donc j'ai pas envie de... Voilà. Mais après, quand je vois des nouveautés comme ça, ben, on en parle quand même rapidement. On peut pas tout maîtriser généralement, tu te spécialises. Eh oui, c'est ça Sixelf fait. Alors après, moi, mon job étant d'animer une chaîne voilà, une chaîne orientée numérique, on va dire, ben, en agence digitale, tu as quand même beaucoup de sujets à toucher. Il faut savoir faire, il faut connaître un petit peu le design, le web design, l'UI, l'UX, avoir des notions d'SEO, de social media, avoir des notions en dev. Enfin, c'est toujours bien d'être un peu touche à tout. En tout cas, moi, c'est ce que je suis. C'est un peu mon profil à moi. Donc, effectivement, pas spécialiste, mais j'arrive à parler à peu près de tout. Oui, c'est le seul truc de bien, c'est le build qui n'embarque que ce dont il y a besoin, dit Taiga. Oui, tu faisais référence à Tailwind, j'imagine. Sixelf, c'est une grosse app, pas forcément la lib que j'utiliserai. C'est une grosse app, c'est pas forcément la lib que j'utiliserai. Tu parles de quoi? Tu parlais de Tailwind aussi? Je pense que les devs qui ne maîtrisent pas beaucoup le CSS apprécient Tailwind, car ça leur donne de l'autonomie pour toucher un peu à tout. Bref, c'est plus ou moins ce que faisait aussi, enfin c'est le principe du framework, quoi, et c'est ce que faisait plus ou moins Bootstrap, en moins bien je pense, et moins optimisé que Tailwind, clairement, mais oui, de toute façon, le CSS est vraiment trop sous-coté, beaucoup trop. Moi je sais que je travaille avec... déjà, moi, c'est quelque chose, c'est un langage que j'apprécie. J'aime beaucoup faire de l'intégration, etc. Mais je sais que j'ai travaillé avec quelqu'un qui était encore plus badass que vraiment sur la partie CSS. Il était très fort et genre, il savait vraiment chaque propriété, ce que ça impliquait techniquement et autres. Et bien maîtriser ton CSS, en réalité, c'est vraiment c'est pas à la portée de tous, quoi. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté, mais quelqu'un qui maîtrise vraiment le CSS, c'est pas donné à tous. Bref, les amis, on enchaîne sur... Je pense que ce matin, on va exploser, je vous préviens. On enchaîne du coup sur ce plugin qui fait parler. Un plugin Figma qui s'appelle Aninix. Je vous ai préparé quelques petites démonstrations qu'on va regarder tous ensemble. Alors, j'ouvre mon petit fichier Figma. Hop. Pour vous contextualiser, donc en gros c'est Aninix, c'est un plugin qui est annoncé comme étant, comme vous permettant de gérer vos animations de façon beaucoup plus poussée, on va dire. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent Figma dans le chat, est-ce que c'est un outil que vous utilisez ou pas? N'hésitez pas à vous manifester. Donc voilà, on est sur leur page là, aninix.com, Powerful UI Animation within Figma. Donc l'idée c'est de dire, de vous mettre à disposition un plugin qui est plus ou moins approchant de ce qu'on peut connaître en matière de logiciels d'animation, type After Effects, ce genre de choses, mais directement intégré à Figma et avec pas mal de choses qui simplifient un petit peu la vie au niveau des animes. Donc même si vous n'êtes pas spécialiste de l'animation, vous allez voir que ça peut peut-être vous intéresser. Donc je vous ai préparé quelques petits assets comme ça et on va un petit peu regarder ce que l'outil a dans le ventre et ce qu'il est capable de faire. Donc là, je suis sur un fichier Figma assez classique. J'ai commencé rapidement par créer 4 carrés comme ça. C'est plus pour vous montrer vite fait l'interface. Donc là, on est toujours dans Figma. Je vais déclencher du coup mon plugin. Vous voyez bien? Ouais, c'est bon, vous voyez bien. Aninix, donc je lance Editor. Alors, le plugin va se déclencher. Ce qui va se passer au niveau de comment l'interface est gérée, etc., c'est que vous avez cette petite fenêtre qui apparaît. Il vous demande en fait de sélectionner une frame, donc on va sélectionner cette frame là. Et ensuite, vous avez la notion de projet. Donc vous pouvez créer un projet Aninix lié à une frame. Donc je crée mon projet. Et là, ce qui va se passer, c'est que du coup, ça m'ouvre automatiquement une nouvelle fenêtre, qui est ici, vous la voyez pas, je vous la montre. Attendez. Voilà. Et donc là, je suis dans l'interface d'Aninix. Donc vous voyez que c'est une URL dédiée qui est accessible. Et donc en fait il m'a pris ma frame tout simplement et c'est lié à Figma, d'accord? Donc au niveau de l'interface pareil, on n'est pas trop perdu, ils ont fait quelque chose de très rapprochant à Figma, ils ont plus ou moins pompé. Et donc je me retrouve en fait dans cette interface où j'ai, c'est très proche de ce qu'on peut trouver type After Effects ou ce genre de choses, hein, c'est-à-dire que vous avez vos layers ici et vous pouvez les sélectionner et puis commencer à animer. Alors déjà ce qu'on voit qu'il y a de cool, c'est que quand je vais sélectionner un peu quand je vais aller sélectionner mes petits carrés, d'entrée il me propose une petite popine avec des effets qui sont déjà préfaits. Ça c'est plutôt cool.
Et il vous dit, voilà, vous pouvez faire tel effet, tel effet, tel effet. Vous pouvez aussi à Show All. Et donc, en fait, quand vous faites Show All, ça vous renvoie ici sur un petit onglet Presets où vous avez tout un tas de presets d'animation qui sont déjà préfaites, voilà, comme par essence. Donc, soit des animations d'entrée, soit des animations de sortie, soit ce qu'ils appellent des effets. Ok, donc, si par exemple, je commence à tester avec, donc je sélectionne tous mes carrés, enfin, tous mes rectangles. Sachez d'ailleurs qu'il y a un petit trick assez sympa, c'est que si par exemple vous prenez la frame et que vous appuyez sur Entrée, il va aller sélectionner. Ah, évidemment, ça ne marche pas. Eh bien, je suis bête ou quoi? Ah, bon, je le ferai sur un autre exemple, je sais pas pourquoi il marche pas sur celui-là. Mais en théorie, quand vous êtes donc sur votre frame et que vous faites Entrée, ça va sélectionner directement en dessous tous les carrés, peu importe. Donc je sélectionne mes 4 carrés et ensuite je vais prendre l'une des animations, imaginons bottom to top. Je clique sur l'anime. Je peux régler, est-ce que je veux que l'animation soit plutôt rapide, lente ou middle? Quel type de courbe, c'est-à-dire comment est-ce que l'animation va bouger plus ou moins? Est-ce que ça va être voilà, quelque chose de brut? Comment je gère mon easing en fait? Et j'applique. Et à partir de là, il me crée toutes mes keyframes en fait, tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir animer. Donc si jamais je viens ici et que je fais entrer pour lancer l'anime, attendez, je sais pas pourquoi tous les raccourcis ne fonctionnent pas, c'est trop bizarre. Bon, peu importe. Je fais lecture, ça ira plus vite. Hop, j'ai mes animes qui apparaissent, vous voyez? Ah, c'est très chiant, hein, par contre, que j'ai pas tous mes raccourcis. Donc, assez facilement, en fait, je peux créer des animations comme ça de façon très très simple. Je peux définir évidemment le nombre de frames par seconde, le background color, la durée du projet. Bon, voilà, ça c'est le côté un petit peu basico-basique, d'accord? Alors, quand je sélectionne aussi, chose à savoir, quand je sélectionne chacune de mes animations, je vais pouvoir aussi gérer dans quel... est-ce que je veux un peu d'offset entre les deux, c'est-à-dire est-ce que je veux qu'il y ait plus ou moins d'écart entre mes différentes apparitions. Donc si je resélectionne ça, je peux dire par exemple... alors là, vous n'allez pas voir grand-chose. Je vais me masquer pendant quelques secondes. Voilà. Je veux que l'anime se joue dans un sens ou dans l'autre. Donc vous voyez que là, soit ça apparaîtra dans un sens, soit je peux... Hop. Inverser l'ordre d'apparition. Tac, ça c'est plutôt pratique. Je peux définir aussi combien est-ce que je veux d'écart entre les différentes apparitions, les faire plus ou moins prononcées, on va dire. Voilà, j'ai possibilité quand même de gérer un bon nombre de choses. Et une fois que j'ai terminé mon anime, après, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que je vais pouvoir exporter mon animation dans plein de formats. Je peux notamment l'exporter dans un format vidéo type MP4, WebM, GIF, voilà, mais également en Lottie. Donc Lottie que vous connaissez peut-être, qui est plus un format animation dédié web. Et après, voilà, j'ai du SVG, du PNG, etc., etc. Autre chose assez sympathique, c'est que je vais pouvoir partager mon projet, évidemment, mais surtout, je vais pouvoir prendre les specs. En fait, comment est-ce que je vais communiquer à mes développeurs voilà, mon animation une fois qu'elle est terminée, comment est-ce que je leur dis en gros, comment est-ce qu'ils peuvent récupérer ce type d'informations. Soit ils peuvent en passer par l'outil, soit sinon j'ai possibilité pour chacune des... il y a un outil on va dire de debug pour chacune des animes. Je vais pouvoir venir ici récupérer directement le code en CSS notamment, les animations de CSS, vous le voyez en bas. Et ça pour chacune des propriétés, vous voyez quand je passe de l'une à l'autre comme ça, j'ai directement la propriété CSS et puis j'ai aussi un petit outil inspect qui va pouvoir me permettre d'aller voir un peu chacune des valeurs dont j'ai besoin, soit en pourcentage, soit en pixels. Donc c'est plutôt bien fichu. Ça c'est pour la démonstration, je dirais basico-basique. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Voilà, ça c'est pour la démonstration un peu basico-basique. Une fois que vous avez terminé, vous fermez votre onglet et votre anime en fait est sauvegardé de façon automatique. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, il y a des choses qui peuvent être pas mal. Donc j'ai fait cet exemple-ci, je ne vais pas forcément le détailler, mais on peut le tester. Qui est donc... Alors, est-ce que mes raccourcis refonctionnent ou pas? On va voir ça en direct. Tac. Donc je sync le projet. Donc quand vous faites, si jamais vous avez créé une animation et que derrière vous faites des modifications sur votre fichier Figma, vous pouvez remodifier et ensuite synchroniser. Et une fois que c'est synchronisé, hop, vous avez re-accès directement à votre anime. Donc qu'est-ce que j'avais fait hier? Ah oui, voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous avez nécessité de sélectionner plusieurs objets, ne vous embêtez pas à les sélectionner les uns après les autres. Si vous avez une frame, je pense que ça fonctionne qu'avec les frames.
vous pouvez faire entrée et hop, vous voyez que ça descend d'un cran. Encore entrée et hop, ça descend d'un cran. Et je fais ça jusqu'à obtenir. En fait, je pars d'ici, je fais entrée, entrée, entrée. Et hop, voilà, j'ai sélectionné l'ensemble de mes carrés. À partir de là, ben, même process, je vais pouvoir prendre, imaginons mon preset et lui appliquer un petit effet. Qu'est-ce que je pourrais faire comme effet? Bon, il y a des effets qui sont un peu... pas sûr que vous en ayez toujours besoin, mais il y en a certains qui peuvent être cool. Hier, j'avais testé un truc sympa, je sais plus ce que c'était. Bon, imaginons le pull-out par exemple. Hop, je l'applique. Et voilà, mon anime est terminé. Et je fais lecture. Pouf. Voilà, vous voyez, c'est quand même relativement simple d'animer un truc, même si vous n'êtes pas trop dans l'anime, quoi. C'est plutôt bien fichu. Je trouve que ce système comme ça d'avoir des animes préfaites, c'est plutôt bien. Et si vous n'êtes pas content, vous faites un commande Z. Hop, vous resélectionnez l'ensemble de vos carrés. Et par exemple, vous allez appliquer cet effet-ci. Hop, et en 10 secondes, vous voyez que j'ai pu... Oh, mon curseur par de là. Et j'ai pu comme ça créer une nouvelle anime. Donc c'est relativement simple. Hello Sanji, bonsoir du matin, super plugin, merci bien pour le partage. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Atomistic, comment s'appelle le plugin? Alors le plugin s'appelle Aninix. Je peux vous le mettre dans le chat si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Je vous le mets. Je vous le mettrai après. Je vous le mettrai après. J'ai pas envie que faire revoir dessus. Allez, je vous fais confiance. Parce que sinon, si vous allez commencer à tester partout, vous n'allez pas écouter ce que je vous dis. Et après, vous allez me poser des questions. Et voilà. Et après, on perd du temps. Et je finis à 10 h. Je rigole bien sûr. Alors, on va continuer sur cette démo rapide. Donc plutôt sympa, hein, vous voyez quand même le truc de base. Maintenant, si on se projette sur un cas un peu plus concret, imaginons j'ai cette petite interface. Ça peut être hyper intéressant, on peut faire le test rapide d'animer en fait cette petite interface. Alors quelque chose que je voulais vous montrer, mais je vais être honnête, je n'ai pas, j'ai pas trouvé en fait, j'ai pas bien pigé parce que en gros ils ont une partie wiki qui est plutôt bien fichue. Dans laquelle en fait ils vous disent ben voilà comment faire pour faire ceci, faire cela, faire cela. Donc par exemple on a un how to export GIF and LOTI, enfin voilà il y a plein de choses. Et donc il y en a un c'est how to, c'est lequel? Tac. Oui c'est ça. Nested Frame, c'est ça. Non, c'est pas Nested Frame. Si, c'est ça. Où en gros, il vous explique que les animations peuvent être embarquées. Donc, si par exemple vous avez un composant ici que vous allez réexploiter, vous animez une fois le composant et ça va l'appliquer partout. Ça, c'est la théorie, c'est ce qu'il y a en tout cas dans la vidéo. Et donc, je pense que la feature doit être disponible. Dans les faits, je vous avouerai que hier, j'ai testé et que ça ne fonctionnait pas spécifiquement. Mais en théorie, voilà, c'est un peu ce qu'il montre. Vous avez comme ça la possibilité de sélectionner un composant que vous avez fait, vous l'animez une fois. Et ensuite, une fois qu'il est animé, il va être appliqué partout sur toutes les instances. En fait, ça va être embarqué. Je sais plus à quel moment de la vidéo c'était. Ouais, c'est ça, il fait l'anime une fois. Je crois qu'après il play. Ah non, c'est avant. Bon, peu importe. En gros, il faut vous dire que là, il fait une animation d'apparition. Voilà, c'est celle-ci. On voit que le texte apparaît de bas en haut. Ensuite, il crée le projet au niveau de l'interface qui exploite, on va dire, ce composant. Et là, techniquement, tous les composants en fait instanciés ben, ont l'application qui est embarquée avec. Voilà. Après, le truc, c'est que voilà, t'as pas écouté et t'as cliqué sur le lien. Je le savais, Atomisty, j'en étais sûr. Donc, du coup, techniquement, vous pouvez aussi, ce qu'il y a d'intéressant, appliquer une animation sur un composant et ensuite, partout où le composant va être exploité, ben, ça va également s'appliquer. Après, dans les faits, je vous avoue que moi, ça n'a pas bien fonctionné. Donc, peut-être c'était un bug, je ne sais pas. En tout cas, vous voyez, donc hier, je me suis amusé un peu à animer cette petite interface également. Hop. Je vais run le plugin. Tac, donc je sélectionne ma petite frame. Ok, pourquoi ça marche pas? Ah, l'effet démo, j'adore ça. J'adore ça. Ne bougez pas. On va bien trouver ce qui se passe. Eh oui, fameux effet démo. On connaît. Bon. Celui-là, il veut pas. Écoutez, c'est pas grave. Je vais essayer de recharger peut-être mon interface. C'est le bug. C'est le bug. C'est la tuile.
Et tac, voilà. Alors, est-ce que là, ça refonctionne mieux? Hop. Je vais prendre mon plugin. Animation, Editor. Peut-être que c'est parce que c'est dans une section. Voyons voir. Tac, on crée le projet. Là, ça fonctionne mieux. Apparemment, il prend pas bien les sections. Bon, tant pis, écoutez, ça c'est pas grave parce que je voulais vous montrer l'anime que j'avais faite hier qui était plutôt sympa. Là, sinon, je vais devoir me la refaire. Je vais devoir me la refaire. Voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais essayer de la refaire vite fait. Donc l'idée c'était que je voulais faire une interface en fait avec un effet d'apparition sur chacun des trucs. Donc bah, ça va être l'occasion de voir combien de temps ça m'a pris. Donc j'ai une ligne du haut, j'ai une ligne du bas, j'ai l'ensemble de mes petits composants et ensuite j'ai cette petite décoration on va dire. Donc imaginons je vais prendre la ligne 6, cette ligne et je vais l'animer on va dire en... de gauche à droite par exemple, ok. Ensuite je vais prendre la petite photo, je vais faire un petit fade, d'accord. Donc ça c'est pour mes animes de départ et ensuite on va dire que je vais placer mon curseur ici à peu près, histoire que ça se chevauche. Et là je vais prendre l'ensemble de mes petites frames qui sont ici et je vais faire un effet d'apparition du haut vers le bas. Vous voyez, ça m'a pris quand même quelques secondes et quelques clics. Et ici très rapidement quand je fais lecture, touf touf, c'est quand même très très rapide. Tu n'as pas fait ton offrande au dieu, c'est l'effet des mots qui démarre. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je fais quoi comme offrande en fait? Est-ce que j'offre un viewer ou... Donc vous voyez quand même qu'en 10 secondes, vraiment en quelques clics, ça tombe bien qu'il y ait eu ce bug, puisque bah, du coup j'ai pu vous montrer que ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Hop, j'ai pu faire directement ma petite anime sur mon interface. Et alors si en plus de ça, le petit bug que j'ai eu pouvait fonctionner d'embarquer l'anime dans le composant, ça sera encore plus cool. Mais vous voyez quand même que le plugin permet de faire des choses relativement rapidement, relativement simplement, surtout quand vous n'êtes pas dans l'animation. Et rien ne vous empêche après derrière d'aller fine-tuner un peu, de dire par exemple cette animation-là, j'aimerais changer un peu son easing, j'aimerais que ça apparaisse un peu différemment. Vous avez d'ailleurs plein de petits easings qui sont proposés par défaut que vous pouvez exploiter. Il y a même de l'iOS standard, enfin ça va hyper loin. Vous pouvez créer des styles aussi de courbes, donc voilà, pour les sauvegarder, c'est plutôt bien fichu. Dernière chose, dernier exemple que je vais vous montrer qui est plutôt pas mal, que j'ai testé un petit peu hier. C'est alors, laissez-moi réfléchir. Hop, voilà, c'est la possibilité d'animer aussi des traits. Alors là, ce que j'ai fait hier, c'est très simple, c'est que j'ai pris ce petit projet. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cercle, ok, une ellipse. Voilà. Et à chaque fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai modifié mon ellipse. J'ai supprimé 3 points. Attendez. Oui, j'ai supprimé ce point. Tac. Oula. Là, vous allez rien voir. Je vais mettre un stroke, sinon on va rien voir. Voilà. Donc, je supprime ce point-ci, et j'ai un côté comme ça. Et j'ai fait ça pour obtenir en fait chacune de mes... vous voyez, tous les petits cercles que j'ai fait là, en fait chaque truc c'est juste une ellipse, rien de compliqué. Ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir animer individuellement chacun de ces tracés. Donc si par exemple je vais delete le projet, hop, et je vais vous le faire en live pour vous montrer que c'est vraiment très rapide. Je crée un projet, hop, là il me crée mon petit projet. Ensuite, bon c'est un peu chiant parce qu'à chaque fois c'est sur un nouvel onglet, mais peu importe. Là je retrouve bien tous mes tracés, donc comme d'habitude, je vais faire entrée, entrée. C'est bon, j'ai tous mes tracés qui sont sélectionnés. Et ce que je vais faire du coup... ah ouais, non, c'est pas bon parce que là, il m'a pris les tracés du bas. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que dans mon petit panneau sur le côté, j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle un trim, d'utiliser un trim pass. Donc ici, vous pouvez faire enable, vous pouvez faire un plus. Vous allez définir votre end à 0. Donc tous mes traits vont disparaître. Je vous explique après pourquoi. Et ensuite, je vais me placer à 1 seconde. Alors, on peut raisonner en secondes, en frame, en millisecondes, comme on veut. Et là, je vais mettre 100%. Donc, en fait, le trim,
ça définit en gros mon tracé, à combien est-ce que je le vois apparaître. Si je suis à 0, en fait, ben, il faut se dire que, il faut s'imaginer que, je sais pas moi, si j'ai un trait qui est comme ceci, à 0, en fait, il apparaît pas du tout, à 20%, ben, il y aura 20% du trait, etc., jusqu'à 100%. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai animé en fait mon trim de 0 à 100%. Du coup, ce qui va se passer, si jamais ça veut bien, hop. Je refais parce que j'ai pas posé mes images. Là, on a dit 0. Et ensuite, on a dit à 1 seconde, tu vas passer à 100%. Tac, voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que là, quand je fais lecture, hop, vous voyez, j'ai tous mes petits traits qui s'animent de façon individuelle. Hop. Donc, je peux comme ça, en fait, animer des tracés directement, exactement comme je pourrais le faire sur un outil, je dirais, voilà, type After Effects ou ce genre de choses. Donc c'est assez poussé, je trouve. Le plugin est quand même bien fichu. Voilà, et permet on n'est pas trop perdu quand on est dans l'anime. Et je trouve que même quand on n'est pas dans l'anime, en fait, c'est ça qu'il y a de bien. On peut quand même assez rapidement faire des animations sympas. Et après, voilà, par exemple, je peux créer du décalage. Hein, donc je vais aller sélectionner l'ensemble des animations que je viens de faire. Alors ça, par contre, j'ai trouvé ça pas pratique. C'est que autant on peut aller sélectionner directement des calques, mais aller sélectionner des animes en soi, on peut pas en multi-select, enfin j'ai pas trouvé. Et après, ben, je vais lui appliquer un petit offset, par exemple, je vais dire, tu vas me créer un petit décalage de, je sais pas moi, 0,05, hop, voilà, et vous voyez que tout le décalage s'est créé au niveau de mes calques. Et là, alors, il faut que j'augmente un peu la taille de mon anime. Hop, j'ai un décalage en fait sur l'apparition de mes traits. Donc c'est bien fichu, hein, c'est quand même bien fichu. Alors je lis vos commentaires en même temps. Un petit déj sur ton bureau, offrir un viewer, c'est le mieux, mais c'est pas recommandé par la Taiga qui met en parlant d'animation, hier j'ai trouvé un hack en CSS pour slide up et down un contenu en vertical depuis un 8.0 vers 8 auto. Ceux qui ont déjà essayé de le faire en CSS natif doivent savoir la galère. Et il nous met du coup le lien du CodePen. Très cool. Mais merci beaucoup du partage. Je regarderai ça, je me le mets de côté. Ouais, c'est le feu à Linux, ouais. Je suis assez d'accord, hein, franchement, c'est bien fichu. Alors, il y a des trucs que j'ai plus ou moins aimé. Je pense que c'est quand même un plugin relativement lourd. Enfin, vous voyez, quand je dois le déclencher, etc., il se passe beaucoup de choses. Mais bien fichu. Et franchement, pour les gens qui veulent un peu animer et qui n'ont pas forcément trop de compétences en la matière ou autre, ça peut être vraiment une très très bon truc. Et en plus, j'aime bien le fait qu'on puisse derrière rechanger certains, remodifier un peu certains designs et hop, synchroniser les projets, c'est pas mal quoi. Hello Mister GL, bienvenue à toi et merci beaucoup pour le follow. Donc voilà, petit test de ce plugin, plutôt pas mal, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai pris le plugin en main relativement rapidement, hein, j'avais un petit peu peur, mais en réalité j'ai trouvé ça plutôt simple une fois qu'on a capté un peu le délire de comment ça fonctionne. Et voilà, et ça va vous permettre de faire pas mal d'animations directement dans Figma, c'est ça qu'il y a de cool. J'ai pas trop vu encore comment est-ce que ça fonctionnait. Est-ce qu'on pouvait par exemple derrière le montrer dans le cadre d'un prototype ou ce genre de choses, mais j'imagine que oui. Donc Aninix, n'hésitez pas à aller tester ça. On enchaîne les amis rapidement. Je vois que le temps passe, il est moins le quart. Avec une actu du coup de l'éclaireur Fnac. L'éclaireur Fnac du coup qui nous parle de Reddit qui va faire payer l'accès à son API et donc les développeurs embarrassés. Alors première fois de cette matinale où j'ai enfin mes notes, ça c'est cool, je revis. Alors qu'est-ce que nous dit l'article? Il a beau être méconnu en France, Reddit figure parmi les réseaux sociaux les plus fréquentés au monde avec 430 millions d'utilisateurs mensuels. La page d'accueil de l'internet, comme ils aiment parfois l'appeler, repose aussi sur un formidable écosystème d'applications tierces qui facilitent sa navigation et permettent d'échapper à la pub devenue omniprésente ces dernières années sur l'application native sur smartphone, mais tout cela pourrait bientôt changer. Alors, à la lumière des annonces faites hier par Reddit, c'est tout l'écosystème dont nous parlions plus haut qui menace de s'écrouler. En clair, le réseau social prévoit de monnayer l'accès à son API jusqu'ici gratuit. Ouais, tester mais faites avec... c'est ça. Hello Margot, coucou à toi.
Donc Steve Huffman, PDG de Reddit, explique au New York Times que l'objectif est de faire payer les entreprises qui piochent allègrement dans l'immense base de données que représente le réseau social pour entraîner des modèles d'IA. On y revient toujours. C'est le bon moment pour nous de serrer la vis. Nous pensons que c'est juste. Donc en fait c'est ça. Reddit se trouve un peu confronté, en tout cas c'est leur discours, on va dire. Ils se retrouvent un petit peu confrontés, comme beaucoup d'autres services, au fait que beaucoup de leurs données est aspirées par de l'IA. Et donc du coup, voilà, désormais ils disent pour pallier, on va dire, à ce phénomène, on va rendre l'API payante, l'accès à l'API payante. Le problème, c'est que ça va poser des dommages collatéraux pour certaines personnes, et notamment des développeurs qui développaient des clients Reddit et qui se basaient là-dessus, et qui pour le coup se retrouvent autant impactés, on va dire, que les IA qui sont visés. Donc le problème, c'est que les développeurs d'applications tierces risquent d'être victimes collatérales de ce changement majeur politique, c'est ce qui est indiqué dans l'article. Steve Huffman explique au New York Times que l'API restera gratuite pour les développeurs d'appli tierces et de bots, mais un post Reddit d'un des développeurs d'Apollo, donc Apollo c'est une application tierce qui utilise justement Reddit. Donc un post d'un des développeurs du coup donne une autre vision de l'histoire. Après un appel avec un responsable du réseau, il affirme que l'utilisation gratuite de l'API pour des applis comme Apollo n'est pas quelque chose qu'ils offriront, du coup Reddit. Les applications devront proposer une version affichant de la publicité ou un service d'abonnement comme Apollo Ultra. Donc en gros, il dit si jamais on va devoir maintenant payer pour accéder à Reddit, on va répercuter ça malheureusement sur nos utilisateurs. C'est un peu l'idée. C'est pas sans... D'ailleurs, ça nous fait beaucoup penser. Enfin, moi, le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu API payante, c'est Twitter qui a fait exactement la même chose. Donc, je me suis posé aussi la question, est-ce que c'est pas l'occasion en fait pour Reddit aussi de prendre un peu la brèche et de se dire vu que tout le monde fait payer son API, moi aussi je vais le faire et ça me fera un modèle économique beaucoup plus rentable. Voilà qui change la donne. Dans l'éventualité où les développeurs ne parviendraient pas à éponger les coûts de l'accès à leur API grâce au soutien financier de leurs utilisateurs et utilisatrices, certaines pourraient tout bonnement disparaître. Voilà. Donc Reddit qui aussi est touché par ce phénomène de monétisation d'API, exactement comme on a eu avec l'ami Elon Musk et Twitter. Allez, on conclut rapidement du coup. Petite information pour que vous soyez au courant. Sachez qu'Instagram va permettre maintenant d'ajouter plusieurs liens dans sa bio. Jusqu'à présent, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est ils mettaient un Linktree, donc c'est-à-dire un lien sur lequel vous atterrissiez sur une page avec tous vos liens. Et du coup, voilà, c'est ce qui a été annoncé par l'ami Zuki, Mark Zuckerberg, qui a annoncé le déploiement de la possibilité d'intégrer jusqu'à 5 liens externes dans sa bio Instagram. Le patron de Meta a précisé qu'il s'agissait là de la fonctionnalité la plus demandée de la communauté depuis le début d'Instagram. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut savoir que en réalité, quand vous allez, tous les liens n'apparaîtront pas, il n'y a que le premier qui va apparaître, et ensuite il faudra faire apparaître une petite pop-in pour voir tous les autres. Voilà, sachez-le. Autre chose que je voulais vous partager, ce petit utilitaire que j'ai découvert grâce à Benoît notamment, de chez PicBeam. Ghost App ça s'appelle, et donc je ne l'ai pas testé personnellement, donc je peux pas attester que c'est bien pas bien, mais en tout cas la feature est prometteuse et Benoît avait l'air très content en tout cas de son utilisation. L'idée c'est que vous pouvez enregistrer un vocal sur WhatsApp. Vous enregistrez un vocal qui explique, en gros c'est pour les utilisateurs de LinkedIn notamment. Vous enregistrez un vocal sur votre prochain post, ce que vous voulez dire, donc voilà, vous parlez du sujet, vous expliquez de quoi vous racontez, et en fait c'est un espèce de bot qui va directement recevoir votre vocal, le traiter et j'imagine passer par IA pour vous suggérer directement un post LinkedIn en fait préfet basé sur ce que vous avez dit. Donc c'est plutôt bien fichu, ça veut dire que vous dites oralement de quoi va parler votre prochain post LinkedIn, et c'est le bot qui se charge de vous rédiger directement dans les bonnes, je dirais, dans les conventions plus ou moins de LinkedIn. Vous pouvez recevoir du coup directement le post, et évidemment le modifier avant de le poster. Donc de base, je crois qu'il y a une offre gratuite, ouais voilà, découverte, 3 jetons, vous pouvez faire 3 posts pour tester un peu l'appli, voir comment ça marche.
Et après, par contre, c'est une appli qui est payante. Mais si vous êtes gros utilisateur ou grosse utilisatrice de LinkedIn, honnêtement, et que ça fonctionne bien, parce que voilà, encore une fois, je ne l'ai pas testé, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Donc ça s'appelle Ghost App. N'hésitez pas à aller découvrir ça. Et on termine du coup avec... alors attendez, c'était... Ouais, on termine du coup avec le tweet du jour et le boulettos du jour, je dirais. Je trouvais ça très très rigolo, j'ai vu passer ça. Il y a un traitement adapté au code du réseau. J'ai pas bien compris ta question. Il y a un traitement adapté au code du réseau, c'est-à-dire, est-ce que tu veux dire... Ah oui, alors est-ce que par exemple ça se fait... est-ce que ça tient compte, on va dire, de comment on discute sur LinkedIn, etc. C'est ça que tu veux dire? Est-ce que c'est appliqué au code plus ou moins admis sur LinkedIn? Parce que si c'est le cas, je pense que oui, c'est un peu l'idée, quoi. L'idée, c'est que ça te le traite vraiment... Enfin, tu peux le voir d'ailleurs, si je peux te repartager ça, mais c'est très très orienté quand même LinkedIn. Et l'idée, c'est que... Enfin, tu peux voir, tu vois, le système des 1, 2, 3, 4, 5, enfin ça c'est des choses qu'on voit souvent, la fusée qui décolle, machin, enfin c'est vraiment dans les codes de LinkedIn. Donc oui, effectivement, c'est fait pour quoi? Ça a été créé pour. Et du coup, on termine avec la blague du jour, ce petit tweet qui m'a fait beaucoup rire. Donc vous voyez cette photo, avec une personne qui met « Je ne comprenais pas pourquoi mon GPU, donc ma carte graphique, était à 89 degrés quand je jouais au jeu Apex. Les ventilos tournaient, c'était pas compréhensible. En fait, depuis que j'ai reçu mon PC depuis 3 semaines, je ne l'ai jamais ouvert et voilà comment j'ai failli faire brûler mon appartement. » Et donc en fait, on découvre une photo où le gars, en fait, je crois que c'est un gars. En fait, ça fait 3 semaines qu'il joue sur sa nouvelle tour et quand ça a été expédié, ben forcément, ils ont protégé un peu l'ensemble des... Oh putain, c'est vraiment une blague de geek, mais putain, c'est drôle. L'ensemble des... Comment ça s'appelle? Des composants en fait à l'intérieur. Donc vous avez la carte graphique ici, vous avez le ventirad, je crois qu'on dit. Ouais, ventilo quoi. 4 barrettes de RAM, etc. Enfin, la classique. Et du coup, à l'intérieur, il y avait du papier. Et franchement, je trouve ça méga dangereux. Et genre, quand j'ai vu ça, j'étais un peu en mode what. Et lui, là, d'ailleurs, ça a buzzé à son tweet. Ça a buzzé de fou.